Bien, alors bienvenue à toutes, je dis toutes parce que vous êtes en majorité féminine et puis de toute façon l'unique garçon n'est pas là, manifestement. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc toujours dans l'histoire de l'humain animal en introduction, je vais vous parler du problème de la transformation et de l'hybridation, problème qu'on associe régulièrement à la science, c'est-à-dire la manipulation des gènes, la brebis Dolly, vous voyez tous ces éléments-là. Et je vais essayer de vous montrer qu'en fait, la transformation et l'hybridation, c'est essentiellement une affaire de sciences sociales, de sciences humaines. Ça peut paraître étrange, parce qu'a priori, évidemment, pour vous, c'est scientifique, bien évidemment. Mais en réalité, pas tant que ça, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, l'amélioration de soi est un devoir moral, hein. Il s'agit, dans toutes les séries, on vous dit oui, il faut être la meilleure version de soi-même. Une expression américaine typique, hein, qui revient partout, le meilleur moi possible, blabla. Bon, et tout ça, c'est quand même étonnant, un devoir moral absolu à notre époque, de s'améliorer sans arrêt soi-même. Et donc, vous avez là une injonction de type social. Alors, vous voyez pourquoi je commence à vous montrer ici toutes ces femmes photoshopées, transformées. C'est un peu pour introduire à cette thématique de l'auto-transformation dans un but de sublimation lié aux impératifs non pas scientifiques, mais sociaux. Et effectivement, ça vient de loin, hein, cette affaire. Alors, je voulais vous citer un article, hein, de la philosophe américaine que j'aime bien citer, Donna Haraway, qui est une philosophe féministe, bon, fort intéressante. Elle vient enfin, elle vient pas de publier un livre. Disons qu'il y avait un livre qui s'appelait Staying with the Trouble. Et ce livre a été enfin traduit en français il y a même pas un mois, enfin, il vient de sortir, sous le titre Habiter le trouble, je crois. Alors, c'est un livre qui réfléchit sur des problématiques très contemporaines d'anthropocène, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, je pense que oui. Ça vous dit quelque chose, l'anthropocène, à vous? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous pouvez utiliser le chat, hein, pour répondre. Non, ça vous dit rien? Vous ne connaissez pas ce mot-là? Non, bon. En fait, l'anthropocène, alors je vous l'écris dans le chat, on va comme ça vérifier si le chat marche. C'est quelque chose de, voilà, de très, voilà, anthropocène. C'est quelque chose de très, comment dire, prétentieux, en fait. Il s'agit de considérer que l'humain, il y a une ère de l'humain, alors ils disent l'homme, hein, bien évidemment, et cette ère de l'humain, c'est celle qui est responsable de ce qu'ils appellent la sixième extinction massive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion, la sixième extinction massive? C'est l'idée qu'il y a eu sur la Terre de nombreuses extinctions massives. Il y en aurait eu 5. La pire, c'est celle entre le Permien et le Trias, hein, qui sont deux périodes anciennes de l'histoire de la Terre, et que l'humain serait responsable actuellement de la destruction de la planète. Donc vous avez dû entendre parler de ça, les préoccupations écologiques, ça tout le monde en a entendu parler. Et le bouquin de Haraway en question, Habiter le trouble, Habiter le trouble, voilà, comme ça, elle s'écrit comme ça, Haraway, revient sur cette problématique, sur le fait que l'humain serait responsable de la destruction de la planète, ce qui est absolument faux au sens propre, en ce sens que la planète s'en fiche total, hein. L'humain est peut-être responsable de la destruction de sa propre espèce et d'autres espèces, bon, ça je le concède, mais la planète, c'est absolument stupide de dire ça. Et justement, si on s'intéresse un peu à l'histoire de la planète, vous avez des épisodes où la Terre est entièrement en feu, des épisodes où il y a des volcans qui crachent pendant 100 millions d'années, des épisodes où la Terre est une boule de glace. Donc la Terre, elle en a vu d'autres, et le problème n'est absolument pas celui de sauver la planète, clairement, mais bien éventuellement de sauver l'humanité. Alors tout ça nous amène à réfléchir à la question justement de la transformation de l'humain. Je suis toujours sur mon sujet humain-animal. Cette transformation de l'humain, elle en parle un peu dans un article intitulé Le patriarcat Teddy Bear. Alors Teddy Bear, bien sûr, c'est le nounours, hein, vous savez, et elle montre comment ce patriarcat est typique du 19e siècle et commence déjà à façonner
des corps d'une manière liée au genre par rapport à la thématique de la chasse, notamment de la chasse masculine, de la science destinée aux jeunes garçons blancs, de tous ces gens comme Conan Doyle, Jules Verne, qui contribuent au mépris et à l'effacement des femmes en tant que objet représentable, vous voyez, et qui édifie des musées scientifiques financés par des gros chasseurs de grosses bêtes. On est sur un fond de colonialisme et de racisme. Alors, elle prend comme exemple tout simplement le musée de New York. Alors, le musée qui se trouve, si vous connaissez New York, moi je connais assez mal, mais c'est au milieu de Central Park, un musée d'histoire naturelle où c'est vraiment la gloire du jeune homme blanc, le mépris des Noirs, le mépris des femmes et la gloire de la chasse considérée comme une activité purement masculine. Alors, cet article dont je vous parle, qui est introduit à la thématique dont je vais vous parler aujourd'hui, il figure en traduction dans le livre bleu d'Haraway dont je vous ai parlé, qui s'appelle, c'est l'anthologie publiée par Exil, ça c'est l'éditeur en 2007. Donc ça, c'est des extraits de différents articles de la dite Donna Haraway, et ça s'appelle Le patriarcat de Teddy Bear. Alors, le travail qu'elle a fait, c'est de réexhumer des images de chasseuses, de réfléchir à l'image de la femme comme objet mignon, sans tache, qui n'a rien à voir avec le sang, la chasse, la bête, vous voyez. Donc, l'aberration que constitue la femme chasseuse, donc elle a ressorti des images de chasseuses qui ont été complètement occultées pour montrer comment il y avait une direction non pas uniquement scientifique dans cette histoire de musée des sciences. Vous voyez, on se dit, ah, la science, c'est l'absolu, c'est formidable, c'est entièrement, comment dire, objectif et tout. Bon, ben non, elle montre que la science n'a rien d'objectif et que ce qu'on appelle les sciences humaines s'y mêlent sévèrement. Alors, la question des femmes et la question des Noirs. Les Noirs sont appelés garçons par opposition aux hommes, qui sont appelés hommes. Vous voyez la différence? L'homme blanc est appelé homme, la femme n'existe pas, et le noir, même s'il a 50 ans, est appelé garçon. Et les Noirs, en réalité, dans l'histoire, naturellement, étaient tout autant chasseurs, voire mieux que les mecs blancs colonialistes qui étaient... vous voyez vraiment ce contexte de la chasse coloniale, la chasse à la grosse bête, les gens qui vont dégommer des gorilles, des éléphants. Je pense que vous voyez très bien l'univers auquel je fais référence et le mépris absolu pour les Noirs, les femmes, qui détermine une science de la taxidermie, puisqu'après, tous ces gens-là ramènent leurs grosses bêtes, on les taxidermise, ça veut dire qu'on les transforme, vous voyez, on les met dans des vitrines remplies de paille, enfin maintenant, c'est plus de la paille, il y a des méthodes meilleures, mais bon, on les transforme en animaux figés pour l'édification du jeune garçon blanc new-yorkais. En gros, c'est ça qu'elle montre. Et alors, elle montre comment à ce type de patriarcat s'oppose un patriarcat beaucoup plus actuel, qui lui aussi est... Ah bon, voilà, Sarah nous entend. Bon, bah, tant mieux. Oui, donc le patriarcat beaucoup plus actuel, qui est celui de la Ève, Sim-Ève, elle appelle ça, donc Sim-Ève, je vous l'écris, autrement dit, l'Ève informatique, l'Ève numérique, la transformation de la femme par les outils numériques. Et ça, oui, pardon? Ça va pas? Il y a un problème? Non, c'est bon. Ah bon, d'accord, oui, j'entendais problème de connexion. Bon, Ah oui, non, c'est bon. ça marche parfait. Très bien. Donc, oui, vous voyez, ça marche pas mal, hein, notre système. Vous m'entendez? Vous pouvez me répondre, je crois. Alors, voyez, on va passer d'un patriarcat de la chasse, du colonialisme, où les femmes et les noirs sont transformés en objets inexistants. On passe au contraire à la mise en valeur de la femme, noire ou blanche. Hein, vous voyez là, j'ai aussi des exemples de femmes asiatiques, etc. J'en ai pas mis, mais vous avez déjà des exemples de ce qu'on appelle les sim-Ève. Et ça, c'est le patriarcat numérique. Alors, il y a eu un moment, le journal, le New York Times, a décidé de créer l'Ève idéale. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est-à-dire, on fabrique une femme à partir d'éléments. Je vous donne un indice. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose par rapport à l'art antique? L'art vraiment antique au sens grec, gréco-latin. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à l'époque gréco-latine, un artiste, plus précisément comment dire, un sculpteur? C'est Pygmalion. Alors, Pygmalion, c'est pas bête. Hein. Pygmalion.
C'est pas ça en fait. Pygmalion, oui, c'est pas idiot comme parce qu'effectivement, que fait Pygmalion? Je le dis pour celles qui savent pas. Il transforme une femme, il en fait son objet, il fabrique une femme et il la transforme. Vous êtes en plein dans la thématique avec Pygmalion, mais je pensais plus précisément à l'idée à l'époque. Alors ça figure dans un bouquin qui s'appelle La peinture antique. L'idée, c'était de fabriquer une femme idéale en prenant des morceaux de toutes les femmes. C'est-à-dire, par exemple, celle-ci avait de très belles mains. Alors on prenait sa main. Celle-ci avait un très bel. Vous voyez, la femme puzzle, la femme fabriquée avec des éléments. Donc vous me voyez venir avec mon histoire. Et Pygmalion, c'est exactement la même chose. C'est une statue parfaite. Et le bonhomme, Pygmalion en question, tombe amoureux de sa statue et veut l'animer. Et on est très proche encore de problématiques comme ça. Pensez à toutes les histoires d'intelligence artificielle qui se mettent dans un corps, encorporé, pourrait-on dire. Vous voyez, en science-fiction, par exemple, les bouquins de Becky Chambers, qui est une écrivaine américaine géniale, elle est californienne. Becky Chambers, c'est publié en traduction aux éditions La Talente, dirigée par Mireille Rivalan à Nantes. Et Becky Chambers raconte l'histoire d'une IA, comme on dit, oui, les IA, c'est les intelligences artificielles, qui s'est incorporée, qui s'est mise dans un corps humain. Et elle rompt absolument avec les histoires de type Pygmalion, c'est-à-dire les histoires où la femme est vraiment un objet transformé par un homme. Hein. On est vraiment là-dedans. Alors là, on est en plein dedans avec les images que je vous montre. C'est des avatars. Alors, c'est des exemples d'avatars sur des comptes Twitter, hein. C'est-à-dire grâce à Photoshop, grâce à des tas de logiciels, il y a une espèce de transformation des corps en corps absolument idéal, suivant des critères qui n'ont rien de scientifique et qui sont entièrement sociaux. Alors là, vraiment, bon, vous voyez tous ces petits avatars, les idéaux qui sont mis en valeur, avoir du cheveu. Vous voyez, qu'on soit noir ou blanche, il faut avoir du cheveu. Et puis, à quoi ressembleront les humains ici? Vous voyez, 2015, une fille à peu près normale, et 3015, une fille entièrement numérisée. Donc, c'est vraiment, la femme, vous voyez, est toujours ici objectalisée, en quelque sorte. Et c'est un objet qu'on s'approprie en tant qu'homme, hein, si on veut. C'est-à-dire, les filles se présentent par rapport aux impératifs de beauté délimités par une société masculiniste, patriarcale, qui veut qu'elles soient comme ça. Et c'est pas rien de faire des femmes comme ça, on verra pourquoi après. Donc, ça vous fait penser... alors, Ex Machina d'Alex Garland, est-ce que vous pouvez en parler 2 minutes? Remettez le micro. Camille, vous C'est en un parlez de... film, ouais, Oui. c'est un film en fait sur le test de. Ah mince, j'ai perdu le nom. Le test de. En fait, il y a un personnage qui va créer une intelligence artificielle, il va lui donner un corps de femme, et du coup, il va faire venir une personne pour la faire tester, en fait, faire le test de savoir si l'intelligence artificielle a fonctionné ou pas. Je sais plus comment s'appelle ce test. Oui. Et en fait, à la fin, je spoil un petit peu, mais en fait, elle va les tuer et prendre son indépendance. Alors ça fait penser aussi, maintenant Et que elles vous le dites. se, Oui. elles se font dans la société après, en fait. La dernière image qu'on voit, c'est l'intelligence enfin la femme qui rentre dans la ville et C'est voilà. tous les problèmes liés au cyborg aussi, et puis à Mhm. Blade Runner, hein, tout simplement. Oui. Vous connaissez Blade Runner, c'est un chef-d'œuvre. Le film est un chef-d'œuvre, et le bouquin c'est triste à dire, mais il n'est pas si bien que ça. Pourtant, c'est un bouquin de Philippe K. Dick, qui est un auteur très connu, hein, de science-fiction. Mais et dans alors Philippe K. Dick, il a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Ubik. Est-ce que vous avez lu Ubik? Personne? Lisez-le. Ça va bouleverser votre vie. Tous les gens qui ont lu Ubik, ils ont eu la vie bouleversée. Pourtant, c'est extrêmement mal traduit. Et pourtant, il y a une erreur concernant les cheveux de l'héroïne qui au début est brune et à la fin est blonde ou l'inverse. Donc, mais enfin, malgré ça, ça reste un livre qui vraiment met en perspective des tas de choses de façon assez bouleversante. Mais Philippe Cadic, bon, son chef-d'œuvre, c'est Ubik, mais il a également écrit un autre truc c'est Les androïdes. Alors, les androïdes, je vous mets le titre, rêvent-ils de moutons électriques? Ça vous dit quelque chose, ça? Et le personnage de Rachel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien? Je vous raconte alors. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? C'est la base du film qui s'appelle Blade Runner. Dans Blade Runner,
Vous connaissez d'ailleurs peut-être le film le plus contemporain qui est Blade Runner 2046, enfin je ne sais plus très bien le titre, un truc comme ça, qui est une réécriture de Blade Runner. C'est l'histoire d'une réplicante appelée Rachel qui est plus humaine que les humains. Et donc c'est une réplicante, c'est-à-dire c'est une sorte de cyborg, de fausse entité, enfin c'est pas une humaine véritable. Et tout le problème se pose entre eux, qu'est-ce qui est une humaine véritable, qu'est-ce qui l'est pas. Vous voyez jusqu'où on peut pousser cette cybordisation. Donc alors, les trucs à voir cette semaine, c'est, bon, lisez Ubik, hein, c'est étonnant Ubik. Je suis désolée, c'est mal traduit, c'est le problème de la science-fiction, c'est souvent traduit avec les pieds, hein, vraiment. Si vous lisez l'anglais, vous le lisez direct en anglais, ce sera beaucoup mieux, bien évidemment, mais sinon, bon, c'est un moindre mal de le lire en français. Même en français, on arrive à voir la chose extraordinaire qu'il y a dans cet ouvrage. Quant au cycle, si j'ose dire, de Blade Runner, vous verrez ce personnage de Rachel, la réplicante, qui remet en cause les frontières délimitées de l'humanité. Donc ça, c'est l'autre pôle, hein. Effectivement, vous voyez, il faudrait que je fasse un dessin, on a le pôle humain, le pôle cyborg et le pôle animal. C'est comme si vous aviez un triangle avec 3 points comme ça, et le pôle animal, il résonne avec le pôle humain et avec le pôle cyborg. C'est pour ça, les dernières, on a un peu parlé des cyborgs. Cette année, je vais plutôt parler des animaux, puis après traiter de la question des dinosaures, justement pour continuer dans cette idée que la science n'est absolument pas objective, que croire que la science est objective et absolue, c'est ne pas tenir compte justement de l'énorme part de sciences humaines qui figure à l'intérieur de la science et qui en fait transforme, gauchit, il y a énormément de préjugés et qui finalement, ces choses-là empêchent peut-être la science de se développer. Tous ces préjugés qui bloquent, ces préjugés principalement sexistes et racistes. C'est les deux principaux pôles associés d'ailleurs du blocage de la science, du fait qu'elle est masculiniste, qu'elle le reste encore, qu'il est très difficile encore de... Enfin, il y a quelques femmes, naturellement, il y en a toujours dans les sciences, mais ça reste une sorte de pôle masculin. Vous voyez les blogueurs, hein, les blogueurs scientifiques, à part Castor Moser et Florence Porcel, qu'est-ce que vous avez comme mec? Il y en a, vous voyez. Donc, c'est une espèce de mouvement comme ça qui entretient la science, surtout quand elle est vulgarisée, entretient énormément racisme, sexisme, et c'est triste parce que ça la bloque, en fait. C'est ça un peu l'idée, vous voyez, que j'essaie de développer. Alors, je reviens à Massim Eve. Donc, tous ces avatars. Ce que je voulais vous citer aussi à ce sujet, c'est un bouquin d'une certaine Colette Guillaumin qui a essayé de développer une notion qui n'a pas tellement pris, c'est l'idée d'appropriation des femmes par les hommes. Et alors, ça s'appelle Race, sexe et pouvoir. C'est un livre relativement ancien. Il a été publié dans les années 80. Mais il est écrit à partir d'essais qui datent des années 70, en fait. Donc, c'est un peu avant, vous voyez. Et alors, elle essaie de montrer comment tout homme considère que la femme lui appartient. C'est-à-dire, vous sortez dans la rue, il y a un clochard qui vous dit hey, « Salut la belle, tu viens avec moi ». Ce clochard considère d'emblée, elle prend ça comme exemple, hein, que cette femme lui appartient. C'est-à-dire que la femme qui est dans la rue ne s'appartient pas à elle-même, mais lui appartient. Alors, elle a essayé de développer le concept, mais elle a eu du mal parce qu'elle n'arrivait pas à le dire. Vous voyez, phénomène d'appropriation des femmes par les hommes. Les hommes qui considèrent naturellement qu'une femme est appropriable. Vous voyez la difficulté de formuler le concept. Il faudrait retravailler sur ce concept pour trouver une formulation plus pratique. Mais elle a eu cette intuition déjà, et là, on a vraiment une impression un peu comme ça, la femme vouée à la mode, au relooking, look et relooking, on n'en sort pas, quoi. Et finalement, pour conclure là-dessus, avant de passer au chien, je vais passer au chien après, vous allez comprendre pourquoi. Cette femme cyborgisée s'oppose en tout point à la cyborg telle que Haraway l'a définie. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, cette femme-là que vous voyez, là, n'importe quoi, cette blonde aux cheveux blancs, enfin, toutes ces femmes sur les filles qui ont des, vous voyez, celles qui ont Ebony, Ecstasy, etc. Toutes ces femmes sont cyborgisées au sens où elles sont transcendées par la puissance du numérique. Vous savez que le meilleur traitement contre les points noirs et l'acné, c'est Photoshop. Je ne vous apprends rien. Toutes les photos que vous mettez sur vos CV sont
tripoter, photoshopper, lisser. Et même si vous faites une photo maintenant, elle vous lisse les traits, elle cache les rides, elle cache les défauts. Enfin, il y a vraiment, comment dire, une force sociale de la transformation des corps qui est à l'œuvre. Alors, et la cyborg d'Haraway, en revanche, c'est pas ça du tout. C'est la plus ordinaire des femmes. C'est celle qui travaille dans les zones franches industrielles à assembler des petits dispositifs électroniques pour faire des tablettes, des smartphones et des machins. C'est-à-dire, c'est ça l'intérêt de la cyborg d'Haraway, c'est, j'ai envie de dire en une phrase, la cyborg n'est pas celle que vous croyez. Alors, à propos, donc du coup, encore 10 minutes sur les chiens, donc je passe aux chiens, voilà. Alors, voilà des chiens. Qu'est-ce qu'on constate quand on voit cette... alors, honneur à Jessica Descamps en bas, c'est une éleveuse d'Australiens que je connais. Voilà, vous voyez en bas des chiens australiens. En haut, c'est un Chinois à crête. La jeune femme qui porte un t-shirt jaune de dresseuse, elle est avec un énorme mastif. Et vous avez de très, très beaux lévriers de type... zut, le nom m'échappe. Enfin, comment il s'appelle cette variété-là? J'ai oublié son nom. Bon, peu importe, c'est des lévriers d'un type particulier. Pourquoi je vous montre des chiens? Parce que je voudrais aussi vous montrer cet article-là. Alors, du coup, il va falloir que j'arrête de partager et j'y reviendrai. Voilà. Donc, voilà, j'affiche. Voilà. Est-ce que vous voyez? Non? Vous voyez quelque chose là ou pas? Oui. Si. Oui, oui. Alors, parce que oui, moi, je ne vois rien, donc attendez, ça m'énerve. Voilà, donc oui, parce qu'il faut que je vois. Alors, voilà un article écrit par des spécialistes de cynologie. Il date de 2012. Comment créer un chien? Donc, voilà, je vous passe un peu. C'est pas, je l'ai lu, hein, c'est pas pour vous le faire lire, c'est pour vous en parler. Donc, l'auteur s'intéresse à l'immense variété des chiens et se pose la question de l'humain qui a transformé des chiens de façon absolument spectaculaire. Alors maintenant, si effectivement je repartage, ce que je vais faire immédiatement, voilà, je repartage, hop. Du coup, j'ai le machin qui se met devant, excusez-moi. Voilà, c'est ça, très bien. Là, vous voyez, c'est ça que j'ai voulu montrer dans cette image, l'immense variété des chiens. Comment a-t-on créé des êtres vivants aussi différents à partir d'un seul loup primitif? Alors là, il y a eu des études là-dessus, je ne vais pas y revenir, sur le fait que l'origine du chien, c'est un loup primitif. C'est pas seulement, enfin on disait oui, certains descendent des hyènes, d'autres descendent des lycaons, d'autres... Non, ils descendent tous d'un loup primitif, mais en réalité, c'est pas si simple. Vous avez une excellente vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, d'un certain Alex Bernardini, qui a une chaîne YouTube appelée Paléo Simplex, ou Simplex Paléo, je me souviens jamais, mais peu importe. Et il montre comment, en fait, il n'y a pas un ancêtre, comment c'est une idée toute faite, l'idée de se dire on a eu un ancêtre commun, etc., mais comment les chiens descendent les uns des autres, enfin comment les formes de chiens anciennes, peu à peu, se transforment, descendent les unes des autres à travers un arbre qu'on appelle phylogénétique, c'est-à-dire c'est un arbre de transformation successive des animaux pour en arriver aux animaux d'aujourd'hui. Mais là, ce qui nous intéresse, moi-même et l'auteur de l'article, qui s'appelle Evan Ratcliffe, ça n'a pas une importance énorme, c'est que nous avons, nous, les humains, qui sommes donc une sorte d'espèce dominante en l'occurrence, nous avons façonné les chiens à notre image dans un but de en faire des créatures pour nous, pour notre usage. Donc à notre usage et à notre image. On voulait par exemple un petit chien mignon qui n'est pas de poils parce que c'est embêtant sur les canapés. On a créé le chien chinois à crête, hein, c'est lui qui est en haut ici. On voulait vraiment un chien qui fasse peur et qui soit un très bon gardien. On a créé celui-là. En bas, c'est des chiens de troupeau. Les chiens australiens ne sont pas du tout australiens, hein, ils sont basques. Et c'est parce qu'ils sont passés par les USA, on a cru qu'ils étaient australiens, etc. Mais là, a priori, ce sont des chiens de troupeau, des chiens. Ils sont très à la mode en ce moment, qui sont extrêmement beaux, avec leurs couleurs très variées. Quant aux lévriers que vous avez à gauche, ce sont des chiens de course qui peuvent aller extrêmement vite, et on a créé leur morphologie. Alors voilà. Ce que je veux vous montrer, bon, pour le dire
pour le dire simplement, c'est qu'à partir d'un seul animal à petites oreilles droites, vous voyez une espèce de simple chien, j'ose dire, primitif. L'humain a développé aussi bien les chasseurs rapides, les chiens de combat, les défenseurs, les garçons, ceux qui gardent les troupeaux, les chiens de compagnie. Et finalement, dans son livre Dans la peau d'un chien, une certaine Alexandra Horowitz, ça s'écrit, je vous l'écris, Horowitz, elle montre au début de son livre le jeu entre un énorme dog, un braque de Weimar, enfin un très très gros chien, et un tout petit chihuahua. Et elle montre comment les deux chiens qui jouent ensemble sont extrêmement différents et appartiennent pourtant à la même espèce. Donc c'est Alexandra Oro, et ça s'écrit Vitch, V-I-T-Z, voilà, Vitch, Horowitz. Donc finalement, si on se réfère au fait que tous ces chiens ont été créés par l'humain, on peut se demander si on ne pourrait pas faire un parallèle entre cette zootechnie canine et la construction physique des caractéristiques féminines. Parce qu'effectivement, normalement, chez les humains, il n'y a pas de ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Vous savez ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a une différence énorme entre les mâles et les femelles. Prenons les anacondas, la femelle fait 9 mètres, le mâle en fait 5. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une différence. Mais les humains, en réalité, il n'y a aucune différence. Alors, on dit pourtant, et c'est le titre du livre dont je vais vous parler maintenant brièvement, qui est celui de Priscille Touraille, on dit homme grand, femme petite. Les femmes sont réputées être plus petites, plus délicates. Alors, pourquoi? Ce n'est pas vrai, bien évidemment. Les humains, au départ, n'ont aucun dimorphisme. Et en réalité, la force des femmes est diminuée et cachée par des éléments sociaux. Je pense que tout le monde, et parmi vous, il y en a qui sont directement concernés. Vous avez dû voir une femme portant un bébé, traînant un enfant de 3 ans derrière elle et en plus portant un énorme sac de course. Donc, cette femme porte 20 kilos, elle tire en plus un enfant et quelle force que cette hominidé, vous voyez? Et cette force-là n'est pas reconnue. La force des femmes aussi qui font le ménage, l'énorme ménage dans les grandes sociétés, c'est des forces qui ne sont pas reconnues. On valorise la force des hommes. Or, les femmes sont aussi fortes que les hommes, bien évidemment, mais la société préfère valoriser la force physique de celui qui trimballe une machine à laver pour la livrer par Conforama, expérience vécue, ou je ne sais pas, moi, la force de celui qui se penche sur sa défonceuse pour casser un trottoir. Donc, il y a certaines forces qui sont cachées, certaines forces, la force des femmes est dissimulée socialement, elle n'est pas mise en valeur, elle est cachée, disons, elle est occultée, voilà, c'est mieux de dire occultée, alors que la force des hommes est mise en valeur. Donc, il a fallu finalement, en plus de créer une sélection artificielle. C'est pour ça que je vous ai parlé au début du dernier cours de la sélection naturelle. Moi, je voudrais parler maintenant, et c'est ce que raconte Priscille Touraille dans son bouquin, de la sélection forcée en vue d'un but. Donc, voilà, je vous raconte ça pendant 10 minutes et on passe ensuite à l'exposé. Alors, pour le patriarcat, il fallait donc affaiblir les femmes, les asservir, et pour les humains, il fallait créer des chiens utiles, autrement dit, utiles aux humains. Donc, on crée un parallèle parce que c'est facile de voir que pour les chiens, en quelques millénaires, on a transformé le chien originel en chien aussi différent que ceux que vous avez à l'écran. Donc, mon but, c'est de montrer comment, parallèlement, on a pu entièrement transformer les femmes en êtres plus faibles qu'elles étaient au départ et que ça, c'est le fait d'une sélection artificielle. Donc, on peut détourner la fameuse sélection naturelle dans un but artificiel. La sélection naturelle n'est pas on peut la détourner. Enfin, ce n'est pas un absolu qui tomberait du ciel. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être détourné dans un but social. Et c'est l'idée que je développais ici, comme la sélection. Une sélection entièrement artificielle. Et c'est pour ça que l'exemple des chiens me paraît si frappant, parce que fabriquer des chiens aussi différents, c'est quand même étonnant. Quand on voit ça, on se dit, mais c'est pas vrai, quoi. Comment un chien loup a-t-il donné un chihuahua
un barzog, barzog, j'ai oublié le nom, barzoï, voilà, ça s'appelle barzoï, les chiens lévriers que vous avez à gauche, les tout poilus. Un barzoï, un mastif, un chinois à crête, un austrachien, ça paraît incroyable. Et pourtant. Alors, donc, elle montre comment on a rapetissé les femmes. Donc là, je finis avec ce que... Alors, Priscilla Touraille, c'est un énorme bouquin, super sérieux, publié au CNRS, qui rigole pas. C'est pas facile à lire. C'est pas un texte fluide et séduisant. Vous voyez, c'est vraiment de la recherche au sens lourd un peu du terme, mais quand même, ce qu'elle montre, c'est très audacieux. C'est-à-dire, elle montre comment avoir construit des femmes plus petites et plus fragiles est contre-productif pour la reproduction humaine. Elle montre comment le rapetissement des femmes, qui a été donc dans un but entièrement social, contrarie la reproduction. Et elle évoque les milliers de femmes qui meurent d'accouchement, encore aujourd'hui, bien sûr, à cause de cette sélection artificielle catastrophique et contre-productif pour l'espèce. Autrement dit, selon Priscilla Touraille, ce sont les préjugés qui, au fil du temps, ont transformé les corps féminins. Et si l'espèce humaine est en déclin, c'est parce qu'elle a transformé les femmes pour en faire des êtres plus faibles que les hommes dans un but entièrement social et patriarcal. Vous voyez le travail, hein. C'est un sacré bouquin, hein. Ça s'appelle donc « Hommes grands, femmes petites, une évolution coûteuse » les régimes de genre comme force sélective de l'adaptation biologique. C'est publié aux éditions de la Maison des sciences des hommes, ce n'est pas le CNRS, mais enfin c'est le même genre, 2008. Et je vous cite la page 258 et suivante, oui, parce qu'en fait il y a 600 pages aussi, évidemment, dans le bouquin. Elle montre qu'en 2000, elle reprend des chiffres de l'OMS, on décompte 529 000 mortes par accouchement. Et l'OMS précise que les données ne sont pas fiables et que c'est beaucoup plus en réalité. 99% de ces mortes sont africaines ou asiatiques. En France, une femme sur environ 3000 meurt des suites d'un accouchement, donc une femme sur 2700, c'est quand même beaucoup, hein, l'air de rien. Et en Allemagne, une sur 8000 seulement. Mais enfin, voilà. Donc, vous voyez la transformation des corps des femmes a créé une faiblesse pour l'espèce, et c'est-à-dire que cette faiblesse est responsable en partie de l'affaiblissement de l'espèce humaine et du fait que sa disparition pourrait être prochaine. Alors, c'est pour ça qu'au début, je vous ai parlé un peu de Haraway et de toute cette histoire d'anthropocène, de sixième extinction. On n'arrête pas de dire l'homme est responsable de la nature, blabla, la destruction des espèces, tout ce discours. Ce qu'ajoute Priscilla Touraille avec sa petite voix, c'est que tout simplement, avoir affaibli les femmes affaiblit considérablement l'espèce, puisque la reproduction elle-même est contrariée par cet affaiblissement. Alors, pour affaiblir les femmes, il y a eu toutes sortes de méthodes. Moi, je me souviens de ma propre grand-mère qui était auvergnate. Elle ne mangeait pas avec les hommes, elle restait debout derrière et puis elle les servait. Et ensuite, elle allait à la cuisine manger ce qui restait, à savoir des bouts de viande de faible qualité. Les hommes avaient droit à la viande rouge, la bonne viande, alors que ça devrait être l'inverse. C'est les femmes qui perdent du sang et qui ont besoin de manger de la viande rouge ou l'équivalent, hein, de la vitamine B12, enfin ce que vous voulez, mais qui ont besoin de force. Et la vraie force d'une espèce, c'est les femmes, c'est évident. C'est pas, les hommes sont des reproducteurs. Donc, c'est pour ça, quand on parle d'humain-animal, et c'est là-dessus que je peux conclure pour l'instant, faut bien voir, quand on parle d'humain-animal, les gens ne veulent pas. Et pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'on en viendrait à des idées comme ça. Les hommes, le patriarcat, ce n'est pas les hommes, c'est débile de dire les hommes. Le patriarcat ne veut pas qu'on soit rapproché des animaux, parce que si on est rapproché des animaux reproducteurs glandeurs, et Myriam, ben oui, mais vous voyez, si on commence à se rapprocher des animaux, il va falloir considérer que les femelles, vous voyez, alors là, je ne suis plus du tout dans le genre, hein, je suis dans les mâles et les femelles, hein, attention. Ça veut dire les femelles, elles sont devenues trop faibles. Il y a des risques, du coup, pour la reproduction, parce qu'on les a artificiellement affaiblies et amoindries, en les privant de viande, en les faisant travailler, etc. Si on commence à dire qu'on est des animaux, ça veut dire qu'il faudrait que les femelles soient plus fortes, que les mâles soient des mascottes adorées, hein, qu'il y ait un mâle de temps en temps qui soit adoré, mais qui ne soit pas le roi du monde. Enfin, ça n'a aucun sens. Vous voyez, donc du coup,
Vous voyez tout ce qu'on remet en cause, et c'est là-dessus que je vais conclure avec cette histoire d'animaux. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a tant de résistance. Si on commence à dire, mais oui, il faudrait qu'il y ait des femelles humaines beaucoup plus fortes, beaucoup plus nombreuses, et ouais, le lion, roi des animaux, c'est des conneries, hein. C'est la lionne qui apporte à bouffer. Voilà, il nous faudrait des lions, c'est-à-dire des espèces d'animaux comme ça, très beaux, qu'on admirerait et qu'on utiliserait pour la reproduction, et ça, tout le monde serait très content, et les mâles seraient enfin à leur place. Vous voyez à quel genre de discours on en arrive, et vous comprenez que personne ne peut supporter ça. Donc, ça continue, ce discours philosophique, nous ne sommes pas des animaux, etc. Alors, il y a Castor Moser, j'aime bien Castor Moser, voilà, donc elle fait des vidéos, et là, elle est sur un cycle, justement, sommes-nous des animaux? Alors, elle y va, comme on dit en espagnol, comme pièce de plomo, vous savez, à petits pas, doucement, elle leur interview une éthologue, etc. L'idée qu'on est des animaux, ça commence à avancer. Et pourquoi ça avance? Parce qu'on est en pleine réflexion justement sur l'écoféminisme, sur la destruction du système patriarcal traditionnel, masculiniste et avec les actionnaires, enfin, vous voyez le genre de choses, capitaliste. Enfin, je vous ai montré hein, avec le travail de Silvia Federici à quel point le capitalisme et le masculinisme étaient liés. Par masculinisme, j'entends patriarcat, ce n'est pas les hommes qui sont en cause, c'est l'idéologie qui fait des hommes des êtres supérieurs dans cette société enfin, société humaine actuelle, c'est assez répandu. Il y a quelques poches hein, qui ne considèrent pas ça, mais disons que cette idéologie patriarcale s'est répandue à peu près partout. Et là, il commence à y avoir, à mon avis, autour de l'écoféminisme, autour de la réflexion sur l'humain-animal que je tente de mener, autour des travaux comme ceux des blogueuses comme Castor Moser qui commencent à réfléchir, sommes-nous les animaux comme les autres, etc. Il commence à y avoir des points de faiblesse qui pourraient, sait-on jamais, ébranler un peu ce système mâle blanc mort qui n'a plus de raison d'être, puisque là actuellement ils sont en cours de tout détruire, ça n'a aucun sens. Enfin, ça je reviens au bouquin du début, hein, Staying with the Trouble de Haraway, où le système actuel n'a plus aucun sens. Et c'est comme une chose qui s'emballe et qui va dans le mur avec les actionnaires. Et puis le Covid qui arrive là-dessus, c'est toujours très intéressant de voir comment ils veulent relancer l'économie, l'économie, l'économie. Et l'économie, c'est quoi? C'est d'engraisser des actionnaires qui ont des actions autour du ventre, alors qu'on pourrait très bien avoir un système de société sans actionnaires. Les actionnaires sont des spéculateurs et des parasites, et on pourrait s'en passer. C'est-à-dire qu'on découvre, en suivant par exemple un MOOC de comptabilité, hein, si ça vous intéresse, il y a un MOOC de comptabilité sur Fun MOOC, vous savez, la plateforme Fun, qui est celle de l'éducation nationale en France, où on découvre que des sociétés pourraient très bien marcher sans actionnaires, que les actionnaires, ce sont des parasites sociaux. Et ça, tout ça, c'est généré par un système capitaliste qui n'arrête pas de dire que nous sommes bien évidemment très différentes et très différents des animaux, parce que si on commence à dire que nous sommes comme des animaux, ça revient à remettre en cause absolument tous les fondements de la société, et principalement ceux qui... On n'en est même pas au genre, vous voyez, on n'en est même pas à l'humain, comment dire, assigné homme ou assigné femme, mais carrément l'humain mâle ou femelle. C'est-à-dire la base biologique du truc serait déjà à remettre en cause, et ça montre bien les liens que j'essaie d'établir entre, d'un côté, les sciences qui sont pétries d'idéologie et de racisme et de sexisme, et cette chose-là qui tente d'émerger et qui utilise les sciences humaines là aussi comme outil. Donc tout ça pour dire, les sciences humaines, c'est pas, tout le monde les méprise actuellement, bien sûr, tout le monde dit ah la littérature, la philo, la sociologie, ben non, c'est absolument fondamental parce que c'est le garde-fou de la science, et avoir une science se disant pure, elle sera capitalisto. Alors zut, c'est un médicament, excusez-moi. Voilà. Pardon. Voilà, bon.
pas grave. Donc voilà, donc j'ai fini là-dessus. Sur la transformation des corps, ah oui, je voulais juste un petit codicile. Je ne pense pas que vous ayez vu une exposition il y a quelques années sur la mode. Elle s'est baladée un peu entre la France et l'Italie sur les corps, la façon dont chaque époque, vous avez un corps. Mais ça, vous voyez très bien dans les vieux films. Hein. Quand on regarde même les femmes récentes, comment on est arrivé à transformer à ce point les corps. Vous avez des corps années 50, étranglés à la taille, avec des seins pointants, mais comme des obus. Vous avez des coiffures, on a l'impression que les femmes sont à moitié chauves, tous les cheveux sont en arrière. Vous avez au contraire des cheveux qui pendent devant. C'est incroyable. Hein, les films, on voit la différence des corps sur une période extrêmement courte, hein, même pas 100 ans. C'est là-dessus que je voulais conclure. N'importe quel film d'Hitchcock, n'importe quel vieux film, vous dites, mais comment les femmes arrivent à se transformer à ce point, comment les corps sont à ce point malléables, pas étonnant qu'on les ait transformées, rapetissées, réduites à néant, etc. Donc c'est toujours intéressant de voir ça. Cette exposition, bon, je ne pense pas que vous l'ayez vue parce que ça fait assez longtemps qu'elle a eu lieu, mais c'était absolument frappant de voir comment la mode, à toutes les époques, avait complètement transformé l'apparence des corps féminins qui changeaient à toute vitesse, ceux des hommes étant également un peu changés, il faut bien avouer, hein, mais beaucoup moins. C'est-à-dire, il y avait bon, juste des coiffures, mais le corps masculin était moins affecté. Bien, alors ce que je vais faire, donc, c'est couper la... Voilà, couper, quoi. Vous m'avez compris. Donc, j'arrête de partager et je vais couper l'enregistrement. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux exposés.